Ah, t'as pas enregistré la photo? Ok, donc ça me fait bizarre là. Bienvenue au Jug de Poitou-Charentes et pour cette présentation sur Équipe Gcube. Mais alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec Kubernetes ou pas. Bof, bof, bof. Ok, bah, on va faire un petit récap sur Kubernetes et je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Et puis ensuite, on parlera de Gcube qui va nous sauver en quelque sorte. Voilà, donc j'espère que ça va tenir sur les 1h30 là. Allez, c'est parti. Donc je m'appelle Sun, je travaille chez Red Hat et je suis Senior Software Engineer. Je travaille sur Gcube et sur un autre projet qui s'appelle le Fabricate Kubernetes Client. On en parlera tout à l'heure. Et sinon, pendant mon temps libre, je co-organise aussi le Paris Java User Group. Et je fais aussi de la bière dans ma cuisine depuis 5 ans. Vous pouvez me suivre sur X avec @_, attention, Sunix _. Alors, pourquoi Kubernetes? Je vais vous raconter une petite histoire, en fait. C'était à peu près, on va dire 10 ans. Je travaillais pour un client et voilà à quoi ressemblait l'environnement prod. C'était du Java. On était sur Java 6 avec Struts 2. Qui connaît Struts 2? Non? Oui, j'en ai fait. Struts 2. Ah, ben, on voit que tu es vieux. Hein. Et donc, c'est installé sur des Tomcat dans des VM Linux. Il y avait un load balancer reverse proxy, pardon, j'ai essayé de mixer les deux, qui donc reversait la charge sur les deux Tomcat, et puis il y avait donc deux MySQL en base de données, et qui étaient répliqués. Donc ça, c'était la prod. On avait aussi la pré-prod, qui ressemblait vachement à la prod, sauf qu'il y a moins de machines, et du coup, parce que ça coûte cher les VM. Mais ça suffisait très bien à aux personnes qui faisaient les tests. Et enfin, il y avait nous, les développeurs. Et les développeurs, nous, on était tous sur Windows 7. Windows 7, ouais. Et on avait donc installé Eclipse et Tomcat sur nos machines. Et il y avait une tour, en fait, qui était dans l'open space. Et il y avait quelqu'un qui avait installé MySQL dans cette tour. Et tout le monde se connectait dessus. Et donc vous pouvez imaginer le bordel que c'était. Donc on avait ce projet-là, mais on avait la même chose pour les différents projets, parce que donc on avait le cœur du projet qui pouvait être étendu pour chaque client. Et le premier problème qu'on avait souvent, c'était pour les déploiements en production, ou en production. Et ce qui se passait, c'était que, en fait, pour mettre en production, alors c'était pas ça le plus gênant. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait du coup le jar ou le war dans un dossier FTP. Et là, on ouvrait un ticket chez l'hébergeur. On disait, voilà, il faudrait déployer cette application en prod. Et du coup, là, une fois qu'on a ouvert le ticket, il y a un humain qui, du coup, travaille chez l'hébergeur, qui du coup ouvre le ticket, va récupérer le jar ou le war et le copier sur le serveur. Et la plupart du temps, ça se passait plutôt bien, sauf quand il y avait des choses un peu plus exotiques à faire. Par exemple, cette fois-là, il faut que tu mettes à jour le schéma de la base de données. Ou cette fois, il faut que tu rajoutes cette petite libre, ce jar-là, dans ce dossier-là. Et là, en fait, souvent, il faisait des erreurs. Et du coup, on avait des problèmes en prod. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Naruto. Ah oui. Ah, des fans. Naruto, il a un super pouvoir. En fait, c'est le multiclonage. Donc, en fait, ça permet de se cloner, en fait, et donc d'être plus fort parce qu'il voilà, bref. Mais quand Naruto a appris cette technique de multiclonage, tout ne se passait pas forcément comme prévu. Donc quand il apprenait la technique, des fois en fait ses clones étaient un peu déformés.
genre trop gros, ou trop mince, trop petit, trop grand. Et c'était un peu pareil en fait chez nous là, dans l'exemple précédent, quand on voulait du coup scaler, c'est-à-dire parce qu'on avait plus de charges parfois, lorsqu'on voulait rajouter une nouvelle machine avec un nouveau Tomcat, qu'est-ce qu'on faisait? Donc on ouvre un ticket chez l'hébergeur là, et donc il y a un humain qui arrive et qui donc va traiter le ticket. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une nouvelle VM basée sur CentOS, donc la même version. Et ensuite, il va installer à la main tout l'applicatif, enfin la stack applicatif en fait, donc sur la VM. Et forcément, on se retrouvait avec des VM qui étaient différentes pour chaque nœud. Et donc, on se retrouvait avec des problèmes en production, des bugs qu'on n'arrive parfois pas à comprendre. Et voilà, donc ça c'était le deuxième problème. Dernier point, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà débugué en production. Tu sais que c'est pas bien. Mais en fait, je te comprends complètement. Par exemple, nous, on était sur Windows 7, alors que la production était sur CentOS. Et des fois, en fait, c'est pas facile de répliquer les bugs là, enfin de reproduire les bugs lorsqu'on est dans un environnement très différent. Et donc, moi, je te comprends complètement. Et moi, en fait, un peu plus tard, j'ai découvert Docker et Kubernetes. Et Docker, en fait, alors déjà Docker, ça m'a. Je pense que j'ai vraiment adoré Docker. Ça m'a vraiment plu dès le départ. Et souvent, en fait, ce qu'on va vous dire sur Docker, ça va être ça. Vous connaissez Docker? Ouais. Donc on vous dit que ça va être ça. Ça va être des VM. Ça va être en fait, on dit que les conteneurs, c'est un mix ou le meilleur de deux mondes. Le monde où on déployait l'application sur une machine bare metal directement. Donc on copie directement l'application sur l'operating system. Et le monde des VM où on émulait complètement l'OS. Donc les VM, c'est assez pratique parce que du coup, on peut avoir vraiment la couche applicative et système qu'on veut pour notre application. Donc là, je ne sais pas si je peux. Si je fais ça, ça fait. Oui. Donc tout ça là, le file system, en fait, on peut l'émuler. Mais le problème des VM, c'est que y a une couche d'émulation et qui fait que les choses sont pas, enfin les programmes qui tournent ne sont pas aussi performantes que quand elles tournent sur une machine en bare metal. Et du coup, les conteneurs, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que en réalité, lorsque vous allez exécuter donc votre application dans un conteneur qui aura le file system que vous avez et donc les librairies système que vous avez choisi. Et lorsque vous allez le lancer, ça va tourner sur la machine, mais de manière complètement isolée. Il aura l'impression d'être dans sa VM, mais en fait, elle tourne directement sur la machine hôte. Donc ça, c'est ce qu'on va souvent, on va vous parler de ça, on va vous parler de conteneurs. Le truc, c'est que si on fait un petit retour en arrière sur l'historique des conteneurs, ça existe depuis très longtemps, en fait, les conteneurs. Docker, en fait, est sorti en 2013, mais avant, il y avait... on pouvait faire certaines choses qui n'étaient pas vraiment des conteneurs avec chroot. Ensuite, il y a eu FreeBSD avec Jails, qui c'était déjà des conteneurs comme on le voit aujourd'hui. Et sous Linux, ensuite, il y a eu pas mal de tentatives. Et finalement, Docker, bizarrement, a eu plus de succès que les autres. Et pour moi, pourquoi en fait Docker a vraiment plu à tout le monde, c'est grâce à ça. C'est-à-dire qu'on va partir en fait
d'un fichier qui s'appelle le Dockerfile, qui va vous décrire du coup votre image. Ensuite, on va le builder avec une commande Docker build. Ça va créer donc un binaire pour votre image. Vous allez ensuite pouvoir le pousser dans une registry. Et enfin, dans n'importe quelle machine qui a Docker d'installer, où il y a Docker d'installer, vous allez pouvoir donc, télécharger cette image et l'exécuter. Et ça va marcher. Et là, je vais vous montrer un autre slide. Et vous allez voir, vous voyez, ça se ressemble quand même vachement. C'est comment en fait on développe, en fait, on exécute des applications Java. Donc on part des fichiers Java, donc des points Java, POM.XML, etc. Ensuite, on va le builder avec Gradle ou Maven. Et enfin, on va pousser ça éventuellement dans une registry, dans un repo Maven. Et on va pouvoir ensuite télécharger ce jar ou ce war et l'exécuter dans n'importe quel OS où il y a Java d'installer. Vous voyez, ça se ressemble quand même vachement. Et pour moi, c'est ça qui fait le succès de Docker, c'est que du coup, en fait, les développeurs ils s'y retrouvent et on peut vraiment réutiliser les bonnes pratiques en fait qu'ont déjà les développeurs, comme par exemple, typiquement, lorsque vous partez d'un Dockerfile, vous allez pouvoir en fait stocker votre Dockerfile dans un Git et éventuellement versionner. Et du coup, pouvoir revenir en arrière, voir ce qui s'est passé dans le passé et plus facilement reproduire les problèmes. Et ouais. Donc ça, c'est bien. Sauf que donc les conteneurs, c'est bien. Le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe si jamais vous manquez de ressources. Donc là, dans cet exemple-là, en fait, on peut lancer un conteneur, un deuxième, un troisième conteneur sur la même machine. On est d'accord. Ils seront complètement isolés, mais à un moment donné, peut-être que la machine hôte va manquer de ressources, en termes de RAM ou de CPU ou autre chose. Donc qu'est-ce qu'on ferait en fait dans ces cas-là? Je ne sais pas si vous avez si votre machine en fait elle a plus de ressources, vous faites quoi? Voilà, donc vous rajoutez une nouvelle machine. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une des machines qui crache? Voilà. Donc ça, c'est des trucs en fait que Docker, que vous allez faire manuellement, mais que Docker ne supporte pas. Voilà, donc ça serait d'autres outils. Et enfin, dernière chose, comment en fait, du coup, des conteneurs vont communiquer entre eux. Supposons que là, le conteneur A qui est sur une machine A doit, enfin, A, mais sur une machine doit communiquer avec un autre conteneur qui est sur une autre machine. Ça, ce sont des choses que en fait Docker c'est pas défini par les conteneurs. Et c'est là qu'en fait on en vient à Kubernetes. À quoi ça sert? C'est justement ça. En fait, on décrit dans des fichiers YAML l'infrastructure qu'on veut avoir. Donc, je voudrais un load balancer de Tomcat et une base de données MySQL, par exemple. On va décrire tout ça dans des YAML et on va passer ça à Kubernetes avec en ligne de commande, par exemple, kubectl apply-f, donc le fichier YAML. Ça va communiquer avec le cluster Kubernetes. Et dans ce cluster Kubernetes, vous voyez, il y a souvent plusieurs machines qu'on appelle nœuds, des nodes, qui sont à disposition pour qu'on puisse y lancer des conteneurs. Et le Kubernetes va, de manière assez intelligente, choisir en fait les nœuds où il y a suffisamment de ressources pour déployer les conteneurs comme il est décrit dans le fichier YAML d'origine. Et c'est assez magique, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on va vouloir déployer le Tomcat, par exemple, qui est décrit dans ce fichier-là, là, vous voyez bien, il va regarder sur chaque nœud, et s'il y a de la place là, hop, il va le lancer ici. Ensuite, il va lancer le deuxième Tomcat. Il n'y a pas assez d'espace mémoire en fait ici.
il va en trouver un autre, il va le lancer là. Si jamais il y a un des nœuds qui crache, enfin qui plante, il va automatiquement essayer de redéployer les conteneurs qui étaient sur le nœud sur les autres conteneurs, de manière du coup assez automatique. Du coup, ça nous fait beaucoup moins de boulot. Alors, je vais accélérer. Donc, installer Kubernetes. Qui a déjà installé Kubernetes? Non, moi non plus, j'ai jamais installé Kubernetes. Non, non, en fait, je pense que c'est pas quelque chose qu'on installe facilement. En tout cas, sur les trucs des environnements de prod, c'est pas à nous développeurs de faire ce travail-là. C'est un travail qui est fait par les cloud providers ou autres. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup managed Kubernetes. Ce sont les cloud providers qui vous fournissent en fait un Kubernetes tout prêt à l'emploi. Vous avez juste à choisir en fait le nombre de nœuds que vous voulez avec les bonnes dimensions, je sais pas. Enfin, avec la bonne taille quoi. Enfin, en mémoire et en CPU et tout. Et puis ensuite voilà, vous utilisez juste en fait Kubernetes en tant que développeur et ça va marcher. Donc j'ai mis quelques exemples. Donc Google Cloud Platform, ils ont un Kubernetes qui s'appelle GKE. AWS, c'est je sais pas. OK, ouais, c'est ça. OVH, ils ont leur propre Kubernetes Manager et Scaleway aussi. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, je ne les ai pas mis. Ah, sinon, mais si vous voulez vraiment installer Kubernetes, vous pouvez peut-être essayer Red Hat OpenShift. Alors là, je fais de la pub pour ma boîte. Et du coup, en fait, OpenShift, c'est comme pour Linux, en fait. Dans Linux, il y a Linux, par exemple, vous n'avez pas installé Linux Vanilla de base, vous allez toujours choisir une distribution parce que, en fait, ça vient avec plein d'applications en plus et aussi parfois avec un installeur qui simplifie du coup l'installation et l'utilisation du Linux. Et donc chez Red Hat, on a OpenShift, qui est donc l'équivalent, mais dans le monde Kubernetes. Et donc ça vient avec plein d'outils super sympas pour les développeurs. C'est aussi une application qui est idéale pour les entreprises parce qu'on respecte les standards et tout ce qui est compliance et sécurité. En fait, Red Hat en fait, fait bien attention à que ça soit accepté dans les plus grosses boîtes, les banques et tout, etc., etc., etc. Après, vous pouvez quand même installer Kubernetes mais, en local, mais ça va être des versions où il y aura par exemple un seul nœud, ou pas de nœud du tout. Ça va être par exemple Kine, c'est du Kubernetes in Docker. Donc ça va vous offrir l'API de Kubernetes pour les développeurs, pour que vous puissiez jouer avec et déjà en fait créer vos applications pour qu'elles ensuite tournent sur Kubernetes. Mais ça ne va pas supporter du coup derrière tout ce qui est automatique, par exemple la création de nouveaux nœuds, la prise en charge en fait si un nœud crash ou ce genre de choses. Ça va vraiment être utilisé pour les développements, pour tester vos déploiements d'applications sur Kubernetes, pour tester vos YAML. Donc il y a Docker Desktop sur Mac et Windows, Minikube, Kine, sinon il y a OpenShift Local qui est l'équivalent pour OpenShift. Et sinon, si vous voulez tester Kubernetes ou plutôt OpenShift, on a la Developer Sandbox. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez, le QR code. De toute façon, je vais y revenir tout à l'heure. J'ai une démo avec la Dev Sandbox. Donc c'est gratuit, mais c'est limité en ressources, mais ça suffit pour faire des expérimentations et du prototyping. Allez, c'est bon. Alors, on va jouer avec kubectl.
Alors kubectl, c'est du coup la ligne de commande qui va vous permettre de vous interfacer avec Kubernetes, avec le cluster Kubernetes. Il faut savoir que Kubernetes, en fait, il offre une API en REST qui va vous permettre du coup de piloter complètement le cluster. Donc orchestration, gestion des ressources, le load balancing, etc., etc. Vous allez pouvoir tout faire en fait avec cette API REST. Et donc dans cette API REST, donc souvent ce qu'on va faire, c'est envoyer du JSON ou du YAML. Donc on va décrire du coup l'infra en fait comme on le veut sous forme de YAML JSON. Et on va ensuite faire une requête en REST sur l'API de Kubernetes. Et ça va du coup ensuite être magique, c'est-à-dire que derrière, en fait, il va vous créer donc, les différents conteneurs qui ont été spécifiés sur le YAML ou le JSON. Et ça va aussi vous permettre de faire les connexions, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, entre un conteneur et un autre, si jamais ils doivent communiquer entre eux. Et donc c'est typiquement le même schéma. Donc on passe le YAML via l'API Kubernetes qui est là. Et donc là, il y a un petit exemple en curl. Si vous voulez le faire à la main. Donc moi, je ne le fais pas, mais... voilà, une requête post avec donc le type YAML. Il faut donner, souvent en fait, pour vous connecter à un cluster, il faut être authentifié. Et donc vous allez souvent utiliser un token pour vous authentifier, donc il faut le passer. Et ensuite, vous passez donc le YAML qui décrit ce que vous voulez déployer. Donc là, par exemple, ça déploie un conteneur avec cette image-là. Et là, ensuite, on lui donne l'adresse du cluster et le chemin vers le service qu'on veut modifier. Donc là, par exemple, on veut créer un pod, donc ce sera dans pods, default pods. Ok, mais vous rendez compte quand même que c'est compliqué Enfin, c'est compliqué quand même. On va pas faire ça. Non, on va utiliser kubectl qui va vous simplifier un peu les choses. Ça va vous simplifier les choses parce que dans kubectl, en fait, on va pouvoir gérer cette partie sur quel cluster je me connecte et il va vous enregistrer aussi les tokens pour pas que vous ayez à le ressaisir à chaque fois. Et donc, il va stocker, donc souvent, pour vous connecter à un cluster Kubernetes, ça va dépendre de l'installation, enfin du Kubernetes que vous utilisez. Et chaque cloud provider, par exemple, va vous fournir des instructions pour vous connecter à un cluster, à leur cluster. Souvent, ça va être voilà, exécuter en fait telle ou telle commande. Et au final, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait mettre le token dans ce fichier-là, .kubeconfig, et vous serez connecté du coup dans Kubernetes. Il y a l'alternative, c'est le fichier de configuration, c'est de le référencer avec la variable d'environnement kubeconfig. Donc ça, c'est une alternative. Parfois, on va vous donner les deux manières de faire. Et vous allez pouvoir vous connecter à un cluster, mais parfois, vous allez être connecté à plusieurs clusters en même temps. Par exemple, moi, je suis connecté, d'ailleurs, je vais vous montrer. Si je fais kubectx, là, en fait, je suis connecté à plusieurs clusters. Enfin, je suis connecté. Mon PC local est configuré pour se connecter à plusieurs clusters. Il y en a deux, ces deux-là, c'est OpenShift, en fait, avec deux users différents. C'est la Developer Sandbox dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a Minikube, qui est du coup le Kubernetes que j'ai installé localement pour mes devs. Et là, c'était un truc chez OVH. On avait fait une démo avec Sébastien Blanc et Horacio. Et du coup, c'est pour se connecter au serveur OVH. Voilà. Et en fait, la commande kubectx, donc c'est une commande que vous allez devoir installer en plus de kubectl,
en fait, elle va regarder un fichier qui s'appelle, alors là, du coup, qui s'appelle .cube/config. Et c'est typiquement, en fait, c'est là que tout est stocké, donc les différents clusters auxquels, qui sont enregistrés sur votre machine, et également, en fait, les tokens d'authentification. OK. Et donc, si je fais là, là, je suis connecté ici, et par exemple, je vais vouloir me connecter à ce cluster-là, Minikube, faire cube ctx Minikube. Attends, je vais faire plutôt ça. Donc là, il n'y a rien. Mais si je fais... Je galère avec mon doigt, mais j'y arrive. QCTX Minikube. Ah, et donc si je veux juste voir les conteneurs qu'il y a dessus, là, il y a des conteneurs que je dois supprimer. Ouais, je les supprime. Ah, non, je le ferai tout à l'heure. Oui, bah, je le fais maintenant. Alors, je vais faire plus simple. Je vais faire cube. Alors, là, je vais lancer des commandes. Vous faites comme si vous n'aviez rien vu. Cube ns. Ah ouais, ok. Donc, c'est cube ctl delete namespace. Pourquoi tout jug? Je crois qu'il ne va pas me le laisser faire ça. Ok, je vais... Alors, comment lancer un conteneur? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle la manière impérative, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de YAML, vous allez directement dire à kubectl de créer un conteneur avec l'image que vous fournissez en paramètres. Et là... Docker standard, c'est ça? Ouais. J'essaie juste de voir si... Ah, oui. Si, du coup, ça... Du coup, en fait, je vous expliquerai les namespaces tout à l'heure. C'est juste que j'ai oublié de créer ça à l'avance. Et je vais faire un cube ns pas tout jog. Ok. Ok, c'est bon. Donc là, je peux exécuter cette commande, par exemple. Ça va me créer un conteneur. Normalement. Je peux visualiser les conteneurs avec la commande kubectl getPods. Et là, il me dit que ça a été créé. Ok, je lui fais confiance. Après, voilà une autre manière de faire, c'est de fournir le fichier YAML qui contient les conteneurs. Là, je vais juste copier tout ça. Vous avez le droit d'essayer de lire, mais je sais que vous n'y arrivez pas. Et je fais exprès. Ah, zut. Parce que, hop. Je fais tac. Et là, si je fais getPods, il y a 3 conteneurs. Il y a 3 conteneurs. Mais là, je vous dis, mais c'est quoi ce bordel? Parce que si je fais maintenant, plutôt que getPods, deployment,
Ah, il y a un deployment. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tout ça là? Vous comprenez quelque chose là? Tu comprends? Il y avait Replicas 2 avant. Ouais. Donc c'est quoi un deployment? C'est quoi un pod? Et c'est quoi la différence entre un conteneur et un pod? Et pourquoi en fait là il y en a 3 là de pods? C'est toi. Bref, et pourquoi il y a un autre objet qui s'appelle deployment? C'est le bordel. Effectivement, on n'y comprend rien. C'est trop compliqué. Et moi, en fait, la première fois que j'ai vu une présentation sur Kubernetes, c'était il y a à peu près, voilà, je dirais 7 ans peut-être, je ne suis pas sûr. Mais j'avais rien compris. J'étais un peu comme vous là. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Encore Docker, je comprenais bien, mais Kubernetes, je n'y arrivais pas. Alors, je vais vous donner peut-être une manière différente de vous présenter Kubernetes. Il y a des choses qui sont vraies et d'autres pas forcément très vraies, mais ça va peut-être vous aider à mieux comprendre. Alors donc j'ai j'ai quelque chose à vous annoncer. Kubernetes est une base de données distribuée YAML. Qui me croit là? Non? Vous ne croyez pas? Bah, dans Kubernetes, en fait, on a des objets, des types d'objets, qu'on appelle des ressources. Donc ces ressources-là, on va pouvoir les créer, les lire, les mettre à jour et les supprimer dans des espèces de buckets ou de folders qu'on appelle des namespaces. Et donc, on va pouvoir donc créer des namespaces. Donc c'est comme des dossiers en fait, qui sont plutôt isolés, avec la commande par exemple create namespace production. Et ensuite, on va pouvoir utiliser soit cette commande qui est complètement trop compliquée pour switcher de namespace, ou bien vous pouvez utiliser la commande kubens pour switcher de namespace. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et donc, vous allez pouvoir créer des namespaces. Et ensuite, une fois que vous avez créé un namespace, dedans, vous allez pouvoir créer des objets. Alors, et du coup, là j'ai un objet, j'ai un objet qui s'appelle Orga. Enfin, j'ai un fichier qui s'appelle Orga. Je vous le montre. J'ai déjà créé un. En YAML. J'ai même un backup de. Et donc, c'est un objet. Donc, vous voyez, en fait, ici, il y a API version et kind. Ces deux champs vont définir le type de la ressource, le type de l'objet. Donc, c'est de type Orga. Okay. Dans metadata, vous allez avoir un champ qui s'appelle name. Et le champ name, il faut le voir comme une espèce d'identifiant dans une base de données. C'est-à-dire que quand vous allez donner ce YAML à Kubernetes, vous allez pouvoir avoir qu'une seule Oriane dans le namespace que vous avez créé. Okay. Et si jamais, par exemple, vous fournissez le même YAML, c'est-à-dire avec le même nom, mais vous modifiez juste un champ, il va mettre à jour l'objet. D'ailleurs, mais avant de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer cet objet. Ouais. Et donc ça, c'est comme ça que je crée avec apply-f. C'est une commande qui va me permettre de créer l'objet ou de la mettre à jour. Si elle existe déjà, elle va la mettre à jour, mais si elle n'existe pas, si Oriane n'existe pas, ça va la créer. Le truc, c'est que si je fais ça, zut, j'ai fait une faute. Ah, ça a copié des caractères bizarres. Là, ce qu'il me dit, en fait, je ne connais pas ton type Orga. Je regarde l'heure. Je ne connais pas ton type Orga. Il faut que tu
je ne sais pas à quoi il ressemble, mais il faut que tu l'enregistres. Et c'est là que en fait, ce que je dois lui fournir, c'est comme un espèce de schéma de base de données. Dans les bases de données, on a un schéma, et si vous n'avez pas de schéma, ben, vous ne pouvez pas créer donc, les lignes ou insérer des lignes en fait, sur la table. Enfin, créer la table. Et donc là, il faut que je crée le schéma pour mon type. Et je vais donc faire un CP d'un autre truc que j'avais fait avant. Je vais l'appeler Orga. Je vais pas le faire parce que j'ai mon doigt qui est je pense que si je commence à coder, ça va être compliqué. Donc je vais juste copier mon Orga backup. On va faire semblant que j'ai codé ça. YAML. Ici, je regarde dedans. Alors, en fait, c'est un objet qui va décrire mon type Orga. Donc c'est écrit. Et en fait, l'orga, je peux le nommer de plusieurs manières. Donc là, je peux le nommer orgas au pluriel ou orgas en minuscule. Le kind doit toujours, je crois qu'il doit toujours être avec une majuscule au départ. Et j'ai aussi des shortcuts comme OG. Et donc je peux utiliser tous ces alias pour faire référence à mon type orga. Ensuite, j'ai les versions. Et dans la version, j'ai le fameux schéma. Donc là, par exemple, on dit que dans le type orga, on va avoir un full name qui est de type string, un titre, un champ title qui est de type string, et un champ onStage qui est de type boolean. Ok. Et si je donne ça à Kubernetes, donc kubectl apply-f orga-crd YAML, ça va me créer le schéma dans ma base de données distribuée YAML. Et je vais pouvoir faire get orga. J'aurais dû faire ça avant. Mais là, ils me disent qu'il n'y a pas de ressources. Donc ça veut dire qu'il connaît le type orga, mais il n'y a pas de ressources. Et maintenant, si je fais apply-f de orga.yaml, et que je fais ensuite, donc là il ne m'affiche plus l'erreur, il m'a bien créé un objet de type orga, et je fais get orgas, ça me retourne bien Orion. Ok, mais en fait c'est pas tout. Il faut savoir que dans Kubernetes, il n'y a pas juste donc les objets. Il y a aussi ce qu'on appelle des contrôleurs. Et des contrôleurs, en fait, c'est un peu comme... en fait, les contrôleurs, ça va être un process qui va écouter les différents événements qui vont impliquer une ressource en particulier. Par exemple, pour le type orga, je vais pouvoir créer un contrôleur qui va écouter sur les différents événements de création, d'update et de suppression. Et ce contrôleur va avoir l'implémentation pour en faire quelque chose. Donc ce n'est pas défini dans Kubernetes, mais le contrôleur il est en charge de faire en sorte que ce qui a été défini dans ma ressource soit vraiment appliqué dans le monde réel. Et pour ça, là, je vais vous faire une petite démo live. On va dire que que moi, je suis le contrôleur pour le type ressource.
et je vais demander à Oriane de venir. Ouais. Ah non, 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 attends. Non. J'attends ton go. Ouais, attends, tu vas comprendre. Moi, je suis contrôleur. Donc, Orga. Et en fait, voilà, moi, je suis contrôleur. Enfin, je suis contrôleur, je suis aussi le développeur. Donc, je suis le développeur. Je vais mettre on stage. Je vais mettre à true. Et là, je vais faire. Attends, je vais refaire. Je vais faire kubectl-up-i-f orga. Tac. Là, ça l'a mis à jour. OK. Je vais faire get. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça pour avoir un YAML. Donc ça a bien mis dans la base de données YAML. Onset, j'ai bien un trou. Et là, moi, je suis contrôleur. Je reçois l'événement comme quoi, en fait, il y a une modification sur le type Orga Oriane. Je reçois l'événement et moi, dans mon implémentation, je dois faire en sorte que ce qui est décrit dans ce fichier-là soit match avec la réalité. Donc, je suis contrôleur, je vais chercher Oriane. Tac, viens. Attention à ton doigt. Merci. Merci bien. Et voilà, j'ai fait mon boulot. Attends 2 secondes, je vais te remettre à false. Ouais, moi, je reste ici, j'attends que le contrôleur s'occupe de moi. Je suis un contrôleur RATP. Non, ça ne marche pas cette bac ici. SNCF. Ah non. Hop. Bam. Merci bien. Merci. OK. Merci. Et donc, en fait, en vrai, dans Kubernetes, donc ça, c'est un schéma qui résume. En vrai, dans Kubernetes, par défaut, il y a des types de ressources qui sont déjà préinstallées dans Kubernetes. Et il y a aussi des contrôleurs pour chaque ressource qui sont préinstallés dans Kubernetes. Et ces types de ressources et ces contrôleurs qui sont déjà installés sur Kubernetes vont vous aider à gérer vos clusters de machines. Okay. Donc et par défaut, il y en a plusieurs. Par défaut, il y en a plusieurs. Le premier, c'est pod. Donc, dans Kubernetes, donc, il y a le type pod qui est déjà enregistré dans Kubernetes. Et il y a aussi un contrôleur qui va gérer les pods. Alors, les pods, vous voyez que alors, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais si jamais chaque type doit vraiment respecter ce qui est spécifié dans son schéma. Et dans le type pod, il y a containers. Vous pouvez mettre une liste de conteneurs que doit déployer. Et donc le contrôleur, une fois qu'il a reçu, si vous donnez ça à Kubernetes, avec kubectl-up-i-f, il y a un contrôleur qui va voir la création de cet objet et il va vraiment créer le conteneur dans le bon nœud là où il y a de la place. Donc il va faire toute la partie un peu intelligente. J'ai une petite démo, je vais appeler mon ami Sun du passé. Il va m'aider parce que j'ai mon doigt, j'ai un peu de mal avec mon doigt. Donc il va m'aider en fait à faire la démo. Donc merci Sun du passé de m'aider. Donc Sun du passé, est-ce que tu peux, alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me montrer le fichier YAML avec le pod. Donc c'est vraiment celui qu'on a dans le slide. Il y a le nom dans metadata mypod, donc c'est vraiment comme l'identifiant dans une base de données pour le type pod. Et ensuite on a le conteneur qui est décrit dans le pod. Donc du passé là il fait kubectl-up-i-f mypod.yaml. Mais avant il s'est trompé. Ouais, c'est ça. Il faut que tu montres quand même à tout le monde que qu'il n'y a pas de pod dans ton namespace. Et donc
Et une fois que tu as fait kubectl-apply-f mypod, il y a bien un pod qui se crée. Donc il y a un contrôleur qui va voir la création et qui va vraiment créer le pod dans le cluster. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je copie ce fichier-là dans un autre fichier qui s'appelle mypod2, ouais, voilà, -2.yaml. Voilà, vas-y, maintenant tu peux juste nous montrer à quoi il ressemble. Du coup, c'est le même fichier. Et si tu fais un apply de ce mypod2, ben, en fait, Kubernetes, c'est pas une question de fichier, c'est une question de nom. En fait, je dis que le nom, c'était comme un identifiant. Donc, il va penser que vous essayez de mettre à jour en fait le même pod. Par contre, si je change le nom et je refais un apply, là, il va me créer le deuxième pod. Mais du coup, là, merci Essonne du passé, on peut l'applaudir. Du coup, là, on peut voir quand même qu'on avait deux pods. Mais si on veut scaler, on ne va pas s'amuser en fait à copier le fichier et puis juste modifier le nom n fois. Et donc, ils sont très intelligents chez Kubernetes. Ils ont créé un autre type de ressource qu'on appelle le déploiement. Et le déploiement, donc il y a kind deployment avec la bonne version. Donc ça définit le type. Si on regarde dans spec, vous voyez que cette partie-là, template, elle ressemble quand même vachement à ce qu'on avait dans pod. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment utiliser ce template pour créer des pods. Et il va en créer autant que de réplicas qu'on a. Donc, dans le champ réplica, on met 2 par exemple. Et ça va donc créer 2 pods. Donc il y a un contrôleur, bien sûr, un autre contrôleur, qui va donc recevoir la notification et il va essayer une fois qu'il reçoit ce déploiement, il va créer les pods. Il va créer 2 pods, vraiment 2 objets pods dans la base de données distribuée YAML. Et ensuite, une fois que ces 2 pods sont créés, il y a l'autre contrôleur des pods qui va vraiment les créer pour de vrai. Donc en fait, le deployment, il gère des pods, mais il gère les ressources pods. Ce n'est pas lui qui va créer les pods, en vrai. Il va juste en fait les instancier en fait en termes d'objets en fait de base de données. Allez, on va rappeler la scène du passé. Alors scène du passé, du coup, bon, il a dans son fichier un autre objet qui s'appelle service, mais on verra plus tard ce que c'est. Mais il a surtout en fait un objet deployment, donc avec le nom Hello Tomcat, et donc le template qui ressemble quand même beaucoup à celui qu'on avait dans le pod. Et il va falloir que j'accélère. tu peux taper plus vite, s'il te plaît. Ah, voilà. Donc, il fait getPods. Donc, ça, c'est les 2 pods qu'on avait créés tout à l'heure. Il va faire kubectl apply-f de ça. Et donc, il y a le contrôleur des déploiements qui va donc voir qu'il y a un nouveau déploiement qui est créé. Et il va ensuite créer les deux pods. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez qu'il y a même 2 pods. Du coup, si je veux scaler, donc est-ce que tu peux modifier le réplica? Voilà, mes 5. Ouais. Et maintenant, sauvegarde et je refais un kubectl apply. Vas-y. Allez. Allez, je suis en retard là. Il y a la pizza qui arrive après.
kubectl-f kubernetes.yaml, et ça va du coup créer les voilà, donc le contrôleur en fait va du coup créer les 5. Alors maintenant si je le remets à 1, si on le remet à 1, non, il en a créé 3 de plus, voilà. Il en a créé 3 de plus. Si on le remet à 1, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les en supprimer 4. Ok. Donc là, on peut vérifier. Voilà, il n'en reste plus qu'un. Merci, samedi passé, on peut l'applaudir. Et maintenant, et là, c'est vraiment en retard. Donc je vais passer très vite fait sur les autres types. Il y a les services. Donc le service va, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de communiquer entre pods. Et donc par exemple, si moi je suis dans un pod et je veux communiquer avec un autre pod, je vais pouvoir en fait taper sur l'URL hello tomcat-service, qui est comme un DNS en fait, mais dans le cluster. Et dans la spec, j'ai un truc qui s'appelle selector, qui va me permettre de sélectionner tous les pods qui ont ce qu'on appelle un label app Hello Tomcat. Vous voyez, selector app Hello Tomcat et label app Hello Tomcat. Donc en gros, mais je crois qu'il y a des labels partout. Non, c'est plutôt ici, c'est dans le template. Metadata, label, app, Hello Tomcat. Donc les labels, c'est comme des étiquettes. Hein, label, c'est des étiquettes en anglais. Et du coup, le service, lorsque vous allez faire une requête sur le service, il va. Donc le service en fait contient un load balancer qui va donc choisir un des pods qui a le label Hello Tomcat. Et c'est comme ça qu'il fait du coup, qu'il communique avec les pods. Ok. L'ingress, alors pour simplifier, c'est comme un service, sauf que c'est pour l'ouvrir à l'extérieur, notamment lorsqu'on a des domaines, un domaine public. Bon, là, cet exemple-là, c'est juste pour mes devs, mais par exemple, serly.com va taper sur. Vous pouvez avoir un ingress avec serly.com qui va donc faire la bonne redirection sur le bon service. Donc c'est comme si on ouvrait en fait du coup le service à l'extérieur. Et je vais pas rappeler samedi passé parce qu'on n'a pas le temps. Et je vais aller très vite sur ça. On a d'autres ressources, Readiness Probe, qui c'est en fait lorsque vous lancez un pod. Parfois, en fait, le pod il n'est pas forcément prêt à accepter des requêtes. Par exemple, si dans un pod vous avez lancé un Tomcat, enfin dans le conteneur c'est un Tomcat qui se lance, le Tomcat il va prendre du temps quand même à se lancer. Et le truc c'est que si vous ne mettez pas d'instruction readiness dans le conteneur, il va être servi par Kubernetes. Et du coup, l'utilisateur va avoir des pages d'erreur parce que le Tomcat n'est pas démarré. Readiness, en fait, ça permet d'avoir soit sous forme de path HTTP. Donc, il va faire un get pour voir si l'application est ready ou pas. Et si ça retourne 200, je crois, et ben, il va ouvrir du coup le pod en fait et le rendre disponible. Liveness, c'est à peu près la même chose. Donc, on peut faire avec HTTP GET, mais là, c'est un autre exemple avec une commande en shell. Liveness, lui, il va exécuter cette commande et si jamais en fait elle répond faux, il va la. Alors, je suis pas très sûr de ça, mais je crois qu'il la tue. Il va la tuer et la redémarrer pour essayer de voir si en redémarrant ça fonctionne bien.
Et Startup Prod, ça c'est tout nouveau, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais en gros c'est ah oui, Startup Prod, en fait, c'est la même chose que Readiness, sauf qu'il est lancé seulement au démarrage, et c'est lui qui va se charger d'activer les autres probes, les deux autres probes en fait qu'on a vu tout à l'heure, lorsque le probe retournera vrai. Ok. Comme on n'a pas le temps, local storage. Donc, il faut juste savoir que dans les pods, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de file system persistant dans un pod. C'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier le système de fichiers d'un pod, enfin d'un conteneur, mais une fois qu'il est tué et si jamais vous le redémarrez, ben, tout sera perdu en fait dans ce file system. Et parfois en fait on a besoin en fait de fichiers qui soient persistés par exemple dans les bases de données. On aimerait quand même garder les données même si le pod redémarre. Et donc là on a ce qu'on appelle du coup les persistent volumes. Et c'est un peu comme pour les conteneurs, c'est-à-dire que, enfin pour les conteneurs, pour les pods, c'est-à-dire qu'en fait on a un vrai storage, un disque dur par exemple, et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la demande d'un espace dans ce storage. Donc ça c'est votre objet à vous, et ça c'est l'objet que vous ne gérez pas. Donc si on faisait la comparaison, ce serait l'équivalent des nœuds pour les applications. Donc, nœud pod, en fait, persistent volume et persistent volume claim. Et si c'est pas très clair, tant pis. Donc là, j'ai quelques exemples sur comment le faire, mais on va passer très vite, vu que je suis déjà à la bourre. Et ça aussi, je vais le passer. Il me reste combien de temps là? Ok. Bon, on va faire comme si, en fait... Non, mais je suis vraiment à la bourre. Vraiment. Je ne sais même pas comment c'est GCube. Alors, je vais... Ouais, vous vous souvenez de ce truc? En fait, moi, je pense que c'est d'autant plus compliqué que lorsqu'on a plein de microservices, et on n'a pas forcément... C'est pas forcément facile de reproduire en fait un bug dans une application quand on n'a pas la base de données, qu'on n'a pas en fait un autre microservice sur lequel il est dépendant. Vous pouvez très bien essayer de tout installer sur votre machine, mais à un moment donné, en fait, votre machine elle va être un peu saturée. Vous n'allez pas forcément pouvoir démarrer tous les microservices. Et en plus, parfois, en fait, si jamais, par exemple, vous avez une base de données en fait, avec des données sensibles, vous n'avez pas forcément envie de tout rapatrier dans votre machine. Et pour moi, en fait, Kubernetes, en fait, c'est super pour résoudre ce problème-là parce que dans Kubernetes, on peut faire ce que j'appelle the Ultimate Developer Sandbox. C'est-à-dire qu'avec Kubernetes, on va pouvoir dupliquer, parce que c'est du YAML, hein, donc on a nos YAML qui décrit notre environnement de prod, mais si on déploie le même YAML dans un autre cluster ou dans un namespace séparé, normalement, ça devrait quand même être très proche de la production. Okay. Après, il y a peut-être quelques modifications à faire pour que ce soit pas non plus la production, mais normalement, si vous déployez les mêmes YAML, ça devait être très proche de la production. Et en plus, avec Kubernetes, vous pouvez du coup lancer des environnements et les détruire juste après, une fois que vous avez fini vos tests. Et vous pouvez même faire, voilà, moi je travaille sur une tâche, je lance mon environnement juste pour tester avec tous mes microservices sur lesquels je dépends. Ça marche, je détruis tout. Et puis je recommence plus tard.
Et donc, ça permet aussi de sauver et pas avoir forcément, comme on l'a vu au début, j'ai un serveur de pré-prod, il va tourner en fait tout le temps, même s'il n'est pas utilisé. Alors, Red Hat Developer Sandbox, du coup, c'est gratuit. Et vous pouvez l'utiliser pour tester OpenShift. Voilà. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais dans developers.redhat.com/developer-sandbox. C'était le QR code de tout à l'heure. Moi, je me suis déjà créé un compte, donc il ne va pas me demander plein d'informations. Donc, en fait, lorsque je me connecte pour la première fois, je vais me retrouver dans cet espace. Ça, c'est nouveau, ça. Par contre, là, ce que je voudrais faire, c'est par exemple me connecter à mon. Je voudrais me connecter mon kubectl local à ce cluster-là. Et donc là, alors je vais le refaire parce que c'est peut-être pas clair. Sur mon compte, j'ai un truc, c'est copy login command. Donc ça va permettre d'authentifier avec cette commande-là mon kubectl local. Et ça va me switcher automatiquement. Ça va me switcher. Donc tout à l'heure j'étais sur Minikube et là ça m'a re-switché sur Sutan Dev Sandbox. Et si je fais un get pod, d'ailleurs si je fais get Orian, bah, il connaît même pas le type Orga. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, ben voilà, je peux jouer avec Kubernetes et expérimenter avec la Dev Sandbox. Ah, du coup, il me reste pas beaucoup de temps. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déployer une base de données Postgres en Java. Dans cette démo-là, je vais utiliser un outil qui s'appelle JBang. Je ne sais pas est-ce que vous connaissez JBang? JBang, ça vous permet de lancer un fichier Java sans avoir à le compiler, ni avoir à créer un projet avec un comics et tout en Maven. En fait, c'est une manière super simple de commencer Java. En fait, on aura dû faire ça en Java. Et donc, je vais utiliser JBang et une librairie qui s'appelle Fabricate Kubernetes Client pour du coup créer ma base de données PostgreSQL. Il faut savoir que du coup, je sais pas, il y a une manière d'interagir avec kubectl, avec Kubernetes, avec l'API de Kubernetes, avec kubectl. Vous pouvez aussi le faire avec en REST. Et ce client-là, c'est un client Java qui va permettre de le faire en Java. Et l'avantage, c'est que du coup, comme c'est en Java, vous pouvez du coup faire automatiser beaucoup plus de choses facilement, beaucoup plus facilement. Parce que c'est du Java. C'est mieux que du kubectl avec du shell, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser le client. Par défaut, il va prendre la connexion sur laquelle on est connecté, qui était sauvegardée dans .kubeconfig. Donc, par défaut, mais vous pouvez utiliser une autre configuration. Donc là, si je lance le client, juste comme ça, il va automatiquement être connecté au cluster Developer Sandbox. Okay, ensuite, on va créer un persistent volume et on va créer un deployment qui va utiliser ce persistent volume. Et enfin, je vais uploader et exécuter un fichier SQL qui va me créer le schéma dans la base de données. Donc, mon fichier JBang, c'est un fichier .java et ça commence par ça. Okay. Ici, là, je vais pouvoir mettre en commentaire des informations pour que l'application fonctionne, notamment la version de Java qui doit être utilisée.
Et si jamais vous n'avez pas la bonne version de Java, JBank va automatiquement, alors je crois qu'il le fait automatiquement, je ne suis pas très sûr. En tout cas, il va faire un check, et si vous n'avez pas la bonne version, il va vous jeter, ou sinon voilà. Et je crois que dans les dernières versions, il télécharge aussi le Java, la bonne version de Java, à confirmer. Vous avez aussi Deps, qui vous permettent de ne pas utiliser Maven. Et vous avez juste à spécifier du coup les librairies que vous voulez utiliser dans Deps. Donc là, par exemple, j'utilise Fabricate. Alors, c'est pas Kubernetes Client, c'est OpenShift Client parce que je me connecte à OpenShift. Mais sinon, c'est pareil. Et ça, je ne sais plus pourquoi c'était utilisé, mais voilà, c'est comme exemple. Ensuite, je vais créer le client. Là, je vais aller très vite. Je crée le client, je le mets dans un variable qui s'appelle casser. Et ensuite, une fois que j'ai ce client, je vais pouvoir créer des objets Kubernetes avec une syntaxe qui est un peu du style Fluent. Donc j'ai un builder, je crée l'objet. Vous voyez, vous retrouvez metadata, name, metadata, new spec. Et ensuite, dans spec, le client Kubernetes connaît des types de Kubernetes. Donc vous allez avoir la complétion de code en fait sur les différents champs qu'il y a dans l'objet de type persistent volume claim. Et ensuite, une fois que vous avez créé cet objet Java, il faut la passer à Kubernetes et vous allez faire le client.ressource, l'objet et create or replace. C'est l'équivalent de apply-f. Donc, je crée le persistent volume claim, je fais la même chose avec le deployment. C'est la même chose avec un deployment. On n'a pas le temps, mais grosso modo, c'est la même chose. On crée l'objet et ensuite on passe à Kubernetes. Okay, donc c'est un deployment avec l'attachement. Donc ça utilise l'image et là vous avez donc le volume qui est attaché. Vous voyez, là j'ai mis un réplica. C'est vraiment un déploiement. Ensuite, c'est là que c'est des choses qui sont peut-être moins faciles à faire en fait côté si vous faisiez avec kubectl et du shell. Ça va être d'uploader le fichier SQL et ensuite de l'exécuter en fait de manière remote. Donc là, je récupère mon pod qui a été créé et je vais uploader mon fichier SQL dans ce pod là. Et une fois qu'il est uploadé, je vais pouvoir également exécuter du code dans le conteneur distant. Et typiquement, là, ce que je fais, c'est que je crée la base de données et j'ai la commande pour lancer le fichier SQL qui contient donc la création des tables et tout. Et lorsque je fais ça, du coup, ma base de données elle est lancée et elle a reçu toutes les tables en fait, nécessaires pour fonctionner. Salut. Et donc, en fait, je vous ai un peu menti, dans cet exemple, on ne va pas juste déployer le Postgres, on va aussi déployer un broker RabbitMQ. Le projet se trouve là. Et dans prod, j'ai vraiment le fichier ici que je vais exécuter. Donc c'est la même chose que ce que je vous montrais, sauf qu'en plus, il y a RabbitMQ. Et évidemment, je l'ai cloné déjà. C'est dans Red Hat. Allez, dépêche-toi. Et je vais aller dans prod. Et je vais faire JBang. Prépare. Vous voyez, en fait, la classe n'est pas compilée, mais je peux la lancer. Ça va télécharger les dépendances, ça va compiler l'application et ça va la lancer. Ensuite, je peux en même temps surveiller ce qui se passe. Et là, en fait, il est en train de créer les déploiements. Et il va faire en fait tout ce qu'on a mis dans le. Ouais. Ok. C'est bon. Ouais. On verra plus tard.
mais en gros, ça va marcher. Ouais. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a dans la base, parce que dans ce conteneur, en fait, il n'y a pas le... alors, ce que je pourrais faire, c'est accéder au terminal pour vous montrer en fait, ce qu'il y a dedans. Mais là, en fait, dans ce conteneur, il n'y a pas, il y a pas Bash en fait, qui est installé. Et donc, il ne peut pas me donner un terminal. Sinon, je l'aurais fait. Alors, la suite, du coup, avec tout ça, en fait, on a réussi à déployer du Java on peut déployer du Java dans Kubernetes. Mais vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Hein. Donc, il faut créer le point jar ou le point var. Ensuite, il faut un Dockerfile pour créer le conteneur. Utiliser Docker build pour créer le conteneur, l'image conteneur. Ensuite, il faut tous les YAML qu'il faut créer. Et ensuite qu'on va appliquer sur le cluster avec kubectl apply. Optionnellement, on a pushé les conteneurs dans une registry. Bref, c'est quand même compliqué. Et donc, donc l'idée de Gcube, c'est vraiment de simplifier tout ça. Gcube, c'est des plugins Maven ou Gradle qui vont c'est des plugins qui vont vous fournir des commandes pour builder le conteneur, générer les ressources Kubernetes qui vont bien et pouvoir les déployer du coup dans un cluster Kubernetes. Il veut faire tout ça de manière assez smart. Par exemple, il va détecter donc, le framework que vous utilisez et à partir de là, il va utiliser la bonne image Docker qui est requis. Par exemple, pour Quarkus, il va utiliser telle image, mais par contre, pour Tomcat, il va utiliser une autre image. Et puis, il va aussi voir dans vos dépendances et adapter du coup ce qu'il va générer par rapport en fait, à vos dépendances. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc, il va générer pas mal de choses. Après, si vous n'êtes pas complètement satisfait sur ce qu'il génère, vous pouvez customiser la génération. Donc, vous pouvez overrider en fait, ce qu'il vous génère. Donc voilà, en fait, il y a 4 plugins que vous pouvez utiliser. Si vous allez sur le site de Gcube, Eclipse Dev /Gcube, il y a les 4 options. Donc, soit vous utilisez Maven, et donc là, vous avez Kubernetes ou OpenShift. Soit vous utilisez Gradle, et là, vous avez également Kubernetes et OpenShift. Et donc là, en fait, on vous indique dans le POM XML ce qu'il faut rajouter, et les différentes commandes que vous pouvez utiliser pour... Alors, sachant que là, c'est juste des commandes pour déployer. Il y a d'autres commandes qui sont utilisées pour d'autres choses, mais que je ne vais pas détailler ici. Non, on essaie juste de déployer une application dans Kubernetes. OK, Kubernetes Continuity, donc ça, je vous ai déjà montré ça. Et donc, la première commande, elle va builder le conteneur Docker. Donc, elle va prendre le résultat de Maven Package, ça peut être un jar ou un var ou autre chose, et elle va choisir la bonne image en fonction du framework qui est utilisé, et elle va construire l'image Docker. Okay, donc, vous n'avez pas besoin de faire un Dockerfile. Il va automatiquement créer l'image automatiquement en détectant le contexte. Ensuite, vous avez push, qui est l'équivalent de Docker push, donc pour pousser votre image dans une registry Docker. Vous avez K8s ressources, qui va vous générer les ressources Kubernetes. Donc, par défaut, ça va vous générer un objet deployment et un objet service, enfin une ressource service, on dit. Ressource service. Et il va vous rajouter en fait ce qu'il faut s'il le faut. Et enfin, on a apply qui est du coup appliquer vos YAML dans le cluster Kubernetes. Alors, vite fait, on va rappeler le scène du passé. Je vais déborder un peu, mais c'est pas grave.
Donc, dans Kubernetes, j'ai 2 pods. C'est l'exemple de tout à l'heure. Hein. Et là, j'ai installé en fait donc c'est un projet Tomcat, un projet War, et j'ai installé le Kubernetes Maven plugin. Enfin, Sun du passé a installé Kubernetes Maven plugin. Et ensuite, tout ce qu'il a à faire, c'est MVN package, K8s build pour builder le conteneur, K8s ressources pour générer les ressources, et K8s supply pour générer pour appliquer ça dans le cluster Kubernetes auquel il est connecté. Donc on lance ça, et automatiquement, il va déployer l'application. Et vous n'avez pas eu de fichier YAML à créer, ni de Dockerfile à créer et customiser. Il m'a déployé mon conteneur dans Kubernetes. Maintenant, si je veux par exemple customiser un peu certaines choses, il y a plusieurs manières de customiser, mais là bon, on va juste voir en fait déjà ce qu'il a généré. Donc il y a bien un deployment et un service. Après, je pense que Sun du passé, il aimerait bien avoir genre modifier en fait ce qu'il y a dans Replica et le mettre à 2 par exemple, et aussi peut-être créer un ingress. Donc là, il n'y a pas d'ingress, mais il veut un ingress pour pouvoir accéder à l'application de l'extérieur. Donc, une des manières de faire, c'est par, en fait, dans Gcube, vous pouvez vous référer à la doc, on a des propriétés prédéfinies pour justement customiser ces petites parties-là. Donc, par exemple, gcube.replica pour pour customiser le réplica, et create URLs true pour créer un ingress lorsque vous allez générer le YAML. Donc là, j'ai juste modifié des paramètres qui vont concerner la génération des ressources. Donc je n'ai pas besoin de recréer le conteneur et de recompiler l'application. Je peux juste régénérer les ressources et les appliquer dans mon cluster. Vas-y. Et normalement, ça devrait marcher. Et voilà. Donc si on regarde ce qu'il a généré, donc par défaut, il génère ça dans target classes gcube kubernetes.yaml. Et là, vous voyez qu'il a créé donc un ingress, et il y avait le réplica qui était passé à 5. OK. On va vérifier quand même qu'il y a bien 5 pods. Hein. Voilà. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Get ingress. Ah, on va accéder à l'application. Et donc, Sun du passé, il aime bien en fait la ligne de commande. Il utilise un navigateur en ligne de commande qui s'appelle Lynx. Donc, ça permet d'accéder à la page web en fait en ligne de commande. Voilà. Merci Sun du passé. Alors. Et donc, finalement, avec Gcube, on est passé de ça à ça, ce qui est quand même vachement mieux. Il manque des flèches. Donc, il y a plusieurs manières d'overrider. Il y a les propriétés, comme on a vu. Il y a aussi par configuration de plugin et par fragment. Fragment, je vais peut-être vous montrer tout à l'heure, j'ai un exemple. Donc là, on a vu Kubernetes Maven plugin, mais pour OpenShift, on a aussi un plugin qui est dédié, enfin 2 plugins pour Maven et pour Gradle. C'est la même chose, sauf que c'est OpenShift Maven plugin. Et le préfixe, c'est pas K8s, c'est OC. Et ça va faire à peu près la même chose. La seule différence, c'est le build. Le build, en fait, ne va pas s'exécuter localement sur notre machine. Elle va être exécutée par OpenShift en remote. Et donc, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir Docker installé sur votre machine. Vous pouvez lancer OC build et ça va l'exécuter dans le cluster et build une image. Et sinon, OC ressources et OC apply, c'est à peu près la même chose. Exemple de customisation, par exemple, dans Kubernetes Maven plugin ou OpenShift Maven plugin,
si vous rajoutez cette dépendance-là, alors je ne vais pas la jouer parce qu'on n'a plus de temps, mais si vous rajoutez cette dépendance-là dans votre POM XML, alors si vous faites du Quarkus ou pas? Non. Alors, dans Quarkus, en fait, cette dépendance-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rajouter l'implémentation des probes, donc Startup, HealthCheck et Readiness. Sauf qu'il faut aussi, une fois que vous avez cette dépendance, faire la modification dans votre deployment, normalement. Enfin, dans votre POM, dans vos pods, vous devez dire, voilà, quel service je dois taper. Et ça, en fait, donc soit vous le faites à la main, soit, en fait, vous laissez Gcube faire. En fait, Gcube va automatiquement détecter cette dépendance et vous, dans ce qui génère, rajouter les bonnes probes. Donc, on n'a pas le temps. Mais par contre, ce qu'on a le temps de faire, ce que j'aurais dû faire, c'est du coup lancer Gcube sur mon application. En fait, je veux déployer, je ne vous ai pas montré, mais là, on a déployé la base de données Postgres tout à l'heure et le RabbitMQ. On a d'autres applications qu'on veut déployer. Donc, Order Faker, c'est du Spring Boot, Northwind, qui est du Quarkus. Là, il y a du Micronaut, Mail. Et ces composants-là, en fait, j'ai installé l'OpenShift Maven plugin de Gcube. Et on va pouvoir, du coup, déployer ces applications-là directement. Donc, je reviens ici. Si je fais ls, je fais pom.xml. Ici, donc, il y a bien des sous-modules Mail, Northwind, Order Faker. Il y en a un autre qui s'appelle React, je vais le supprimer. Sinon, ça va prendre plus de temps. Pom, tac, et je vais faire ça. Oh oui, t'as raison. Date, allez, je suis fou. Comme ça, j'en ai pas besoin pour ma démo. Et là, j'ai juste à faire du coup mvn package, oc build. Alors, il y a un raccourci en fait. OC ressources, OC apply. Je crois qu'il y a un raccourci qui s'appelle deploy qui fait les trois. Je vais le tester. Je vais le tester, ouais. Je crois qu'il fait les trois, lui. On croise ses doigts que ça marche. Moi, j'utilise toujours les trois, mais c'est vrai qu'il y a cette commande et je crois qu'elle fait les trois. Donc, on va voir si ça marche bien. On peut voir dans la topologie, là, il commence à créer les pods. Ce que je peux faire en attendant, c'est lancer un VS Code. Oula, et là, je peux faire code. Tac. C'est lance VS Code. Et je vais sûrement, je vais vous faire quelques modifs, non pas tout de suite, mais je peux vous montrer, voilà, des fragments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi il fait ça? Je peux faire ça. Okay. Les fragments dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il y en a un ici. Ça permet d'écraser des petits bouts enfin des composants de votre deployment qui va être généré. Donc là, par exemple, en fait, Gcube, lorsque vous allez appeler Gcube Maven OC des ressources, il va générer donc un deployment en fonction de tout ce qu'il a détecté. Mais avec ce fragment là, deployment, il va rajouter les annotations. Dans metadata, annotation, il va rajouter ces éléments-là, donc label et annotation. À quoi ça sert ça? En fait, ça c'est juste pour afficher les flèches. Vous allez voir. C'est pour afficher ces flèches-là. Il n'a pas marché. Attends. Il est où mon... J'aurais dû faire un...
Ok, je vais faire un. Ça n'a pas marché déployer. Bizarre. Du coup, ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'on a perdu du temps et qu'on est déjà en retard. Et en attendant, je vais vous montrer la suite. Bam. Donc on passe ça, c'est trop bien Gcube. Ouais, je vais vous montrer un autre truc tout à l'heure quand l'application sera démarrée. Donc, on parlait tout à l'heure de tous les microservices qu'on a. C'est pas forcément facile de développer notre application. Souvent, on sera dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est sur notre machine, on développe avec Maven Quarkus Dev. Et d'ailleurs, je vais le lancer sur mon application Northwind. Ouais, je ne vais pas le lancer tout de suite, tout à l'heure. Mais souvent, on est là, on va lancer Maven Quarkus Dev, par exemple pour lancer Quarkus en mode dev. Mais cette instance-là, en fait, elle n'a pas accès à la base de données. Elle a pas, là, il y a Lord of Hacker là, qui fait des requêtes pour ajouter des commandes dans mon application. Elle ne va pas non plus pouvoir l'ajouter via celui-là. Et en plus, de cette application-là, je ne vais pas pouvoir du coup envoyer un mail. Je ne vous ai pas fait la démo encore, mais en fait, il y a un bouton pour envoyer un mail, dans la. Donc il y a un bouton là, c'est l'application. Quand on clique dessus, ça envoie un mail dans la mailbox ici. Donc là, j'ai rien. Mais voilà, c'est un peu compliqué de faire ça quand on est dans ce mode-là. On aimerait bien. Je ne sais pas si vous connaissez Star Trek. Qui connaît ce. Donc on voit les vieux. En fait, c'est en anglais, c'est le transporteur, et je crois qu'en français, ça s'appelle le téléporteur, ou un truc comme ça. Donc, dans Star Trek, ils ont un vaisseau, qui s'appelle le US Enterprise. USS Enterprise ou US Enterprise, je ne sais plus. Bref. Et ils ont cet espace-là, avec des cercles. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dessus, et puis ils lancent le transporteur, et ça va les téléporter dans une planète qui est à côté. Et en fait, ce serait bien, ce serait vachement bien quand même si on pouvait faire la même chose avec ça là. C'est-à-dire qu'une autre instance qui est en dev, on peut débugger dessus, on peut faire des modifs à chaud. Ce serait bien si on pouvait le téléporter là, dans le cluster. Et puis continuer à faire nos devs, à faire du live reload comme avant. D'ailleurs, si je le fais, il n'a pas fini. Et en fait, si on réfléchit bien, en fait, c'est possible. Parce que si on regarde bien là, en fait, on voit les interactions ici, les interactions là, qui avec les autres composants, les autres services. Donc là, ce sont des requêtes, enfin du trafic réseau. Hein. Et on sait en fait, on pourrait en fait tricher et utiliser en fait des tunnels SSH par exemple pour rediriger les requêtes au bon endroit. Donc par exemple, Quarkus, l'application Quarkus qui souhaite accéder à la base de données, on pourrait faire un tunnel qui, bam, tape sur la base de données, une requête vers le RabbitMQ, on pourrait faire pareil. Et dans le sens inverse, orderfucker, on pourrait du coup rediriger le trafic qui est destiné à ce service-là de Northwind dans notre application locale. Et du coup, avec ça, si on arrive à faire ces tunnels, on aura vraiment l'impression d'être dans ce cas-là. Donc il y a un peu de configuration à faire. En fait, il y a une commande qui s'appelle OC Remote Dev.
qui va vous permettre de lancer du coup ces tunnels-là. Il y a un peu de configuration à faire. Je les ai déjà fait. Donc on va pouvoir tester en live. Et donc en gros, dans local service, ce sont lorsqu'en fait on veut que dans le cluster, les requêtes qui sont destinées au service soient redirigées localement. Et là, remote service, c'est pouvoir accéder au service remote local. Voilà. Et donc, est-ce que ça... Pourquoi ça prend autant de temps? Okay. Je pense que je peux tester l'application. Il redémarre Otterfacker, mais c'est pas grave. Et là, pourquoi ça marche pas? Ah si, c'est bon. Ouais, l'application marche. Je peux envoyer un mail en appuyant sur le bouton. Vous voyez, l'Otterfacker, en fait, il injecte des données en fait dans l'application. C'est pour ça ça se rafraîchit. Là, j'envoie un mail, ça va envoyer un événement dans le RabbitMQ. Et au final, il y a le micronaute qui reçoit l'événement et qui va normalement envoyer un mail ici. Alors, est-ce que j'ai bien cliqué dessus? Des fois, je ne clique pas très bien. Surtout qu'il a frisé là. Ah non, c'est bon. Ça marche plus. Allô? Mon Chrome a frisé. Mon Chrome a frisé. Ok, je vais quitter Chrome. Et je vais relancer Chrome. Ah, ça marche pas. J'arrive pas à cliquer. Je vais essayer avec ma souris là. Rien ne marche. Je vais essayer un truc. Je vais me mettre en veille. Le problème, c'est derrière toi, du coup. Ah, c'est chiant. Comment? Je peux pas cliquer sur. Ouais, ok. Ça. Et là, tout remarche. C'est incroyable. Chrome. Oui. Display. T'es quand même tu sais bon. Tu veux qu'on lance Netflix? Les séries. Attends, c'est pas toi qui as réussi à... Non, j'ai rien fait. Non, mais Tu il a dois branché réussir le à marcher un HDMI. truc un jour. Oui. Ouais, C'est alors pour franchement, la source. ouais, c'est là, PC. T'aurais pas un petit souci? PC. Ouais, il faut que je m'en occupe. Où ça? Juste avant, Là, là. ouais. Et t'appuies sur le canard. Ouais, voilà. Je sais pas. Vas-y, viens. Ah si, ça marche. Okay. Donc je vais restaurer mes fenêtres. Restore. Et je vais cliquer sur mon bouton. Je vais peut-être rafraîchir. Allez, vas-y. Ça marche pas, mais c'est pas grave.
première fois que ça ne marche pas. Ok, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous me croyez, ça marche. Parce qu'on n'a pas fait de, on n'a pas sacrifié de. Non. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais lancer. Quarkus Dev. Après, vous allez devoir me croire sur parole. Mais si je lance Quarkus Dev, que j'accède à mon application locale, localhost, normalement, il n'y a rien qui se passe. Enfin, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez bien que là, j'ai rien, parce que j'ai pas de base de données et tout. Et j'ai pas de bouton non plus mail, je peux pas envoyer de mail. J'ai pas mes services. Bref. Mais par contre, je peux quand même modifier le titre. Donc, si là, je vais dans là, je vais quand même modifier le titre. J'enlève les dashboards. J'enlève le dashboard. Et si je fais rafraîchir. Donc là, je suis en local, je peux vraiment faire les modifs que je veux. Par contre, là, je suis en remote. C'est toujours dashboard. Ok. Maintenant, je vais lancer Quarkus Dev, OC Remote Dev, OC Remote Dev, et bim. Et là, en fait, ça va lire la configuration que je vous ai montré tout à l'heure, et ça va me créer les tunnels. Et en plus, ça se trouve, ça va mieux marcher qu'en vrai. Je vais pouvoir débugger et tout. Mais là, ça m'a créé les tunnels. Et si je rafraîchis du coup cette application-là, normalement, vous voyez, j'ai plus le. En fait, il s'est connecté au local. D'ailleurs, si je vais dans localhost, en fait, j'ai les données. Magique. Hein. Voilà, c'est ça. Normalement, j'ai une autre démo avec le mail. D'ailleurs, je vais essayer d'envoyer un mail. On va voir. Est-ce que ça marche? Non, ça ne veut pas envoyer de mail. Il y a un truc qui ne va pas. Mais je peux faire des modifs à chaud et voilà. Donc c'est trop bien. J'ai un autre truc. Du coup, parce que je me suis dit, en fait, là ça marche pour Maven, donc le Remote Dev, mais je pourrais très bien en fait le faire marcher pour. Enfin, c'est juste des tunnels SSH qui créent. Je pourrais très bien le faire marcher pour n'importe quelle application Go ou autre chose. Et donc je me suis dit que c'est dommage en fait que ce truc c'est juste pour Maven et pour Gradle, comme c'est Gcube, mais on pourrait très bien peut-être en faire un outil qui serait générique. Et donc j'ai travaillé sur ça. Ça s'appelle Kport. Et donc c'est en fait c'est des outils qui vont vous permettre de faire la même chose. Et dans ce POC là, j'en ai fait un plugin kubectl et une extension VS Code avec une UI et tout. Je vais juste vous montrer rapidement le plugin kubectl. Et donc là, j'ai éteint la remote dev. Donc si je reviens là, normalement c'est redevenu comme avant. Et maintenant je peux faire kport, kubectl, kport, init. Init en fait il va se connecter au cluster et il va vous proposer une interface pour faire la configuration. Donc je peux dire par exemple je voudrais faire un service local, enfin que le service soit redirigé sur bref, on va faire cette partie-là. En gros, cette redirection-là. Donc je peux le faire avec
avec le premier choix. Je sélectionne Northwind, il va se connecter localement à mon application sur le port 8080. Et je peux aussi faire pour Postgres enfin, les redirections vers les services externes. OK. Donc je vais faire juste à sélectionner Remote Service, la base de données Postgres. Je mets les trucs par défaut. RabbitMQ. Là, dans la démo, je crois qu'on a fait exprès de changer le port pour montrer qu'on pouvait changer. Donc c'est la même chose, c'est le même port, mais avec un 1 au début. Ensuite, je sauvegarde localement sur ma machine, sur le dossier courant. Je peux le regarder. Hein. C'est typiquement ce qu'on avait tout à l'heure. Enfin, peut-être un peu plus simple. C'est en YAML. Et là, j'ai juste à faire kubectl keyport start. Et ça va me créer du coup les tunnels. Donc là, est-ce que ça va marcher? Ouais. Voilà, donc ça marche. Je reviens dans mon application et normalement, si je rafraîchis, le dashboard va disparaître. Enfin, le dashboard va disparaître. Voilà, donc il y a juste Northwind Traders. Normalement, j'ai du code avec du Java et tout, mais comme le mail ne fonctionne pas, tant pis. Voilà. Alors, si j'ai un QR code, si vous voulez rejouer la démo avec Remote Dev, avec le mail qui marche, vous pouvez scanner ce QR code. Ça va vous donner en fait les étapes pas à pas pour rejouer la même démo, donc dans la Developer Sandbox. Ça va vous prendre à peu près 10-15 minutes pour faire la démo. Et puis, autre chose, ça serait trop bien si vous pouviez liker le site starrer le repo guide de Gcube. L'objectif, donc là on n'est que 3, vous êtes que 3, mais 5. Mais l'objectif, c'est d'atteindre les 1000 likes. Ok, je compte sur vous. Ok, faites-le là. Voilà, merci. C'était tout. J'ai beaucoup dépassé, mais